Bonjour Ferdinando, bonjour Joanne, bienvenue à ce rendez-vous Parlons Cancer. Donc aujourd'hui, à travers votre expérience du cancer, votre parcours, on va se questionner sur le genre, sur comment le fait d'avoir une représentation de l'homme, une représentation de la femme, de leur rôle respectif peut influencer finalement le parcours en soins. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que Ferdinando, tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es? Oui, mais moi c'est Ferdinando et j'étais atteint d'un cancer du sein à l'âge de 35 ans. Autour de mon anniversaire, j'étais soigné par les hôpitaux universitaires de Genève avec de la chimiothérapie et de l'immunothérapie qui ont duré environ 6 mois. Cela a amené une rémission totale et je vais bien. Mais l'expérience de la maladie, c'est clairement une expérience qui marque et qui donne une nouvelle lunette face à la vie. Merci à toi. Joanne, en quelques mots, ton cancer est apparu dans ta vie à un certain moment. J'avais 38 ans, donc moi j'ai eu un cancer du sein. Et puis j'ai eu le parcours aussi un peu total qui a commencé avec la mastectomie complète. Et puis ensuite j'ai eu de la chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie adjuvante. En fait, après l'opération, j'avais techniquement plus le cancer, mais voilà, j'ai eu tous ces autres traitements pour faire baisser le risque de récidive qui était quand même assez élevé vu mon âge, etc. Et donc aujourd'hui, je vais bien aussi, en tout cas par rapport au cancer, même si voilà, je vis aussi avec certains effets longs qu'on a souvent après ces traitements-là. Pourquoi cette question est importante pour toi, cette question de genre, en quelques mots? Vite, j'ai eu le besoin de voir et de comprendre qu'est-ce que c'était en train de se passer. Et pour revenir aux questions de genre, aux questions de sexualité, aux questions de diversité, d'inclusion, c'est évident que par mes études et par mes précédentes professions, mes précédents postes de travail, je m'occupais de ces questions. Mais désormais, là, ces questions s'inscrivaient dans mon corps. Ça touchait mon corps. Et là, j'ai commencé à comprendre les différences de genre, mais aussi l'éducation stéréotypée qu'on ne voit pas, qu'on reçoit. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'un homme, qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Lorsqu'on fait une chimiothérapie, on risque d'être infertile. Alors, à ce moment-là, c'est clair que c'est posé une question de quel est votre projet familial ou pas. Et bien évidemment, j'ai apprécié énormément l'ouverture et la sensibilité avec laquelle des jeunes oncologues, des femmes docteurs, m'ont posé la question de qu'est-ce que c'était mon projet de vie, l'ont fait indépendamment d'un modèle hétérosexuel de famille, en me demandant si je voulais ou pas me garantir en futur la possibilité éventuellement d'être père et d'y avoir une famille. Et Johanna, pour toi, est-ce que cette question de genre, de représentation du rôle de la femme, tu l'as tout de suite vécu comme quelque chose de positif, comme quelque chose parfois de pesant, de limitant ou pas? Comment ça s'est passé pour toi? Alors tout de suite, parce que le cancer du sein, c'est une maladie féminine dans le sens où elle touche déjà majoritairement des femmes et puis où elle vient toucher à des éléments qui sont considérés, qui sont codés comme féminins, des parties du corps qu'on associe à comment on construit en fait socialement aussi la féminité, ce que c'est être une femme, à quoi ça ressemble une femme, le sein évidemment, mais aussi moi j'ai eu un cancer hormonodépendant, donc ça touche aussi aux hormones, ça crée, chez les femmes jeunes comme moi, les traitements créent une ménopause précoce, donc voilà, ça vient toucher à plein d'éléments qui sont toujours associés à ce que c'est être une femme, et ça vient à la fois questionner, bouleverser tout ça, et aussi beaucoup réaffirmer aussi ce que c'est le féminin, ce que c'est une femme. Dans le parcours, il y a eu plein de moments comme ça, et moi je l'ai ressenti vraiment très très vite parce que en fait, je me suis tout de suite sentie à plein de niveaux, mais très en décalage avec beaucoup de choses qu'on me disait. Et les questions de genre en particulier. Et puis comme moi j'ai commencé en plus par la mastectomie, voilà, c'est typiquement la chose où on me disait voilà, que c'était le pire, c'était le plus difficile, parce que
perdre un sein, c'est un deuil à faire, etc. Et moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Donc j'ai tout de suite, cette première étape pour moi dans le parcours médical, qui ensuite a été beaucoup plus long, mais qui a commencé avec ça, ça a été aussi ma première découverte de ce que le cancer faisait à mon rapport à mon corps dans une perspective de genre qui était vraiment, alors là, à l'opposé de ce qu'on dit en général, à l'opposé aussi beaucoup justement des représentations habituelles des femmes. Moi, en fait, j'ai pas du tout vécu ça comme une perte et comme quelque chose de difficile. Au contraire, ça m'a libérée, en fait, d'avoir un sein plat, plus de mamelons, une cicatrice, voilà, un sein bizarre. En fait, ça m'a beaucoup... Je l'ai découvert comme ça, hein, je n'avais pas du tout anticipé ça, mais ça m'a libérée finalement de toutes ces injonctions qui pèsent sur à quoi les corps des femmes doivent ressembler, enfin, des injonctions avec lesquelles les femmes vivent tout le temps. Et ça, tu as osé l'exprimer? Tu as osé échanger avec l'entourage médico-soignant? Mais en fait, j'ai pas du tout la sensation, le sentiment d'avoir décidé. On m'a pas posé la question est-ce que je voulais faire une reconstruction ou pas. En fait, c'était une espèce d'évidence comme ça, et on m'a dit on va faire ça, on va faire ça. Et une fois que ce processus était lancé, pourtant j'ai tout de suite ressenti, comme j'ai dit, ouais, j'étais bien avec ce sein comme ça, mais en fait, j'ai quand même fait 3 opérations de reconstruction avant de pouvoir affirmer qu'en fait, c'était pas ça que je voulais et tout arrêter. Parce qu'il y avait voilà, cette espèce d'évidence que bien sûr on reconstruit, et puis comme tu disais, on lance dans un protocole, on prend un train, il y a une espèce de tunnel comme ça. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu aussi d'autres modèles, parce que j'avais pas tellement de modèles de femmes non reconstruites, ou avec une reconstruction à plat. Et c'est pour ça aussi que pour moi maintenant c'est très important aujourd'hui d'affirmer ça, en fait, de montrer qu'il y a plein de possibilités, puis qu'en fait c'est vraiment chaque femme qui sait ce qui est juste pour elle. Ferdinando, est-ce que tu as eu besoin d'un modèle aussi, ou d'autres modèles? Est-ce que des fois tu t'es sentie aussi orientée vers une voie que tu aurais préférée différente? Je me suis intéressée à un autre niveau aussi de la maladie qui porte à considérer le corps dans sa globalité. Dans le sens, moi je me suis rendu compte aussi que c'était question de prendre attention aussi de mon esprit. Donc à partir de là, j'étais chercher des modèles dans une approche en quelque part de me dire, mais si cette maladie elle est là, il y a bien une raison. Il ne s'agit pas uniquement de comprendre des faits qui l'ont pu déterminer, mais qu'est-ce que moi j'en fais? Ça ne suffit pas uniquement de me rendre au rendez-vous de la chimiothérapie et tout ira bien. Et c'est à travers cela que j'ai trouvé des modèles. En quelque part, les modèles, par exemple, étaient beaucoup de femmes que j'ai rencontrées lors des activités à côté des soins hospitaliers. J'ai fait recours à d'autres activités, d'autres thérapies dans une approche globale de la maladie. Et là, je me suis retrouvée à être le seul homme parmi un groupe de femmes, notamment de femmes atteintes de cancer du sein. Et donc peut-être là, il y a des questions vraiment qui se posent. Pourquoi j'étais le seul homme? Pourquoi les femmes font recours à ce type d'activité? Est-ce qu'un homme il peut pleurer de sa maladie? Est-ce qu'un homme il va parler de sa maladie? Qu'est-ce qu'il fait en femme? Qu'est-ce qu'on propose comme activité en femme? Qu'est-ce qu'on propose comme activité d'homme? Etc. Et est-ce que c'est toi qui as demandé aux soignants de t'orienter vers des groupes, vers des activités, ou cela t'a été proposé spontanément? Oui, malheureusement, c'est ça un peu le gap qui reste encore à faire. Ça ne m'a pas été proposé, c'est moi que je me suis tout de suite renseigné et j'ai demandé. J'ai demandé pour avoir en quelque part une validation scientifique, dans la mesure que j'entendais des amis qui me suggéraient par exemple de prendre certaines substances paramédicales pour atténuer les effets de la chimiothérapie, ou encore d'autres qui me parlaient de l'hypnose, de l'acupuncture, etc. Heureusement, à Genève, il y a un centre, le centre Otium, accompagné d'un comité scientifique qui, en quelque part, met à disposition l'ensemble de ces thérapies. Et donc, tout de suite, je me suis rendu à ce centre qui finalement m'a accompagné le long de la maladie et aussi après. Il y avait de l'information facilement accessible, clairement, sur plein
de formes d'accompagnement, que ce soit pour voilà, le physique, le psychique, le spirituel, etc., existentiel. Moi, j'ai fait de l'art-thérapie au CHUV, via le Centre de médecine intégrative et complémentaire, où là, on m'a proposé notamment de l'art-thérapie. J'ai fait pas de l'hypnose, de l'acupuncture pour les effets secondaires de l'hormonothérapie, notamment pour les bouffées de chaleur, pour les douleurs, aussi pour rééquilibrer l'énergie. On m'a assez tôt proposé de consulter un ou une psycho-oncologue, ce que j'ai fait beaucoup plus tard, en fait, vraiment l'été passé, en fait, à un moment où je sentais que j'avais peut-être besoin d'un espace pour parler du cancer sans avoir peur de lasser mes proches. Il y a ce truc à un moment où on passe un peu dans l'après-cancer et ça devient peut-être plus difficile d'en parler avec des personnes proches. Et je suis vraiment consciente que j'ai eu accès à tout ça parce que j'avais certains privilèges, et en l'occurrence, le fait d'être une femme, pour une fois, est un privilège. Pour revenir sur la question concrète des groupes, est-ce que toi, tu aurais eu besoin qu'il y ait plus d'hommes dans ces groupes, ou ça n'a pas eu d'importance pour toi d'être avec les femmes? Oui, je pense que ça aurait été hyper intéressant avoir plus d'hommes, avoir aussi d'hommes de mon âge. C'est aussi intéressant partager des expériences. C'est vrai que la rencontre avec Joanne, même si quelques années après, on a vécu certes des cancers complètement différents, mais on est proche en quelque part en termes d'expérience de vie, en termes d'âge. Ça permet en quelque part un terrain de partage qui est différent, même si c'est clairement, j'ai énormément bien apprécié ce groupe de femmes, mais souvent il y avait certes quelques femmes jeunes, mais sinon c'était des femmes plus âgées que moi, avec aussi des modèles de vie, des modèles de famille différents que les miens, donc le partage était différent. Mais quand par exemple des personnes proches ou des amis m'accompagnaient lors de sessions, ça crée en quelque part aussi un intéressant échange. Tu as perdu tes cheveux, ça a été, ou tu les as pas perdus? Ça a été quelque chose qui était marquant pour toi? Oui, sans doute était marquant. Moi, je n'ai pas fait recours à un cercle d'amis, mais à un ami très proche. On était à la maison, on a mis de la musique. Je n'ai pas attendu que les cheveux tombent. Et avec de la lumière, on a la bougie, on a fait ce rituel. Je ne suis pas une femme, mais en tant qu'homme, je pense si étonnant que ça, voir un homme au crâne rasé, en tout cas en une image que c'est pas, il n'y a pas la pression vis-à-vis de l'image féminine. Même toute féministe que je suis, dans mon rapport intime à mon corps, j'étais quand même très soucieuse quand même de ces normes-là. Et là, de tout d'un coup, avoir un corps qui, quoi que je fasse, correspondra plus à cet idéal-là, en fait, je crois que ça m'a beaucoup soulagée. Il s'est passé quelque chose de similaire quand j'ai perdu mes cheveux, qui sont aussi un autre, alors ça c'est pas spécifique au cancer du sein, mais qui sont un autre symbole, marqueur de féminité. Moi, j'ai adoré les sensations et le sentiment de liberté en fait que j'ai ressenti avec ça. Et donc c'était très intéressant, comme voilà, mon ressenti allait très à rebours finalement de ce qu'on dit généralement sur ce qui est difficile par rapport aux questions d'identité et de féminité. Comment, Joanne, toi, tu as vécu cette campagne ou ces différentes campagnes en octobre, toi-même atteinte du cancer du sein? Je pense que c'est clair que c'est très important. Enfin, c'est un mois qui permet, le mois d'octobre, de vraiment sensibiliser à ces questions, de visibiliser aussi et de donner de la voix aux personnes touchées, à leur expérience, à leur savoir. Et ça, voilà, c'est une visibilité qu'elles n'ont pas forcément le reste de l'année. Mais c'est vrai que, voilà, on parle souvent de Octobre rose, hein, et je pense qu'il y a... Enfin, moi et pas mal d'autres gens, on a aussi un regard assez
critique sur, disons, voilà, chaque mois de sensibilisation au cancer spécifique a une couleur, mais c'est clair que le rose, c'est quand même pas anodin, quoi. Quand on a un cancer du sein, une énorme partie des produits ou des services qui sont proposés aux femmes tournent autour de l'apparence, en fait, et de la question de continuer à prendre soin de soi pendant un cancer, mais prendre soin de soi, ça tourne souvent autour des questions d'apparence, et puis il faut en prendre soin pour soi-même, mais quand même pas mal pour les autres aussi, pour garder une apparence justement avenante. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me... le fait qu'on focalise beaucoup là-dessus, je dis pas que c'est pas important, c'est quelque chose qui aide beaucoup de femmes à traverser le cancer, de prendre soin d'elles de cette manière-là. Mais le fait de focaliser beaucoup là-dessus, je trouve que ça, en tout cas moi, ça me pèse pas mal en vérité. Et puis ça renforce justement aussi ces messages que c'est ça l'important, ça donne l'impression que c'est ça le plus important. C'est une couleur aussi, le rose, voilà, qu'on associe à la légèreté, à la positivité. On dit quand même voir la vie en rose, quoi. Donc ça donne une représentation assez édulcorée aussi de ce que c'est le cancer, de comment il va affecter tous les aspects de la vie, le corps, évidemment, les traitements affectent beaucoup le corps, mais aussi la vie sociale, relationnelle, la vie professionnelle, etc. Puis ça, on en parle quand même beaucoup moins, en particulier durant le mois d'octobre, mais même en général. Et puis en plus, voilà, c'est très focalisé sur les femmes, et ça invisibilise et ça exclut aussi toutes les autres personnes qui sont quand même aussi touchées par le cancer. Il y a un certain nombre d'hommes quand même qui sont touchés par le cancer du sein, et puis toutes les personnes qui se retrouvent pas, qui se reconnaissent pas dans le genre féminin, que ce soit les personnes trans, non-binaires, queer, toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas comme femmes et qui pourtant peuvent très bien avoir un cancer du sein. Donc ces personnes-là, on en parle vraiment très peu en fait. Elles peuvent se sentir vraiment exclues aussi. Ferdinando, du côté du mois de novembre, mois de Movember, moustache, et novembre, tu en portes une, c'est pour la campagne. Mais j'ai toujours porté la moustache, mais c'est vrai que là, j'ai bien passé à me refaire la moustache aujourd'hui pour la conversation et donc pour Movember, dans la mesure que je rejoins tout d'abord Joanne sur le fait que ces mois sont importants dans le but, en quelque part, de nommer, de sensibiliser. Il y a aussi un enjeu hyper important concernant la santé masculine, parce qu'il y a le cancer de la prostate qui touche notamment les hommes 50 ans plus, qui, à différence du cancer du sein, heureusement, ça tue moins. Mais Movember, c'est aussi et surtout un mois pour faire de la prévention, par exemple, on le dit très très peu, du cancer testiculaire, tout comme aussi la question de la santé mentale, on n'en parle pas du tout. On parle de cancers qui touchent des organes sexués et sexuels, et que c'est le grand tabou. Parce que, de manière générale, dans la société, on ne parle pas des questions intimes, on ne parle pas de la sexualité, et encore moins, lorsque ça touche les hommes, ou plutôt, pour être plus précis, lorsque la maladie, lorsque le cancer, elle va toucher l'image de la virilité. Merci beaucoup. Avant qu'on s'interrompe, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, est-ce qu'il y a un autre message que vous voudriez faire passer? C'est vraiment de donner de la place, et évidemment dans un parcours de soins qui est dicté souvent par l'urgence, c'est pas forcément évident, mais vraiment de donner de la place à la diversité des vécus des personnes, des identités des personnes, des ressentis, des valeurs des personnes, de pas présumer qu'on sait ce qui est important pour la personne, que ce soit en termes de traitement, d'opération, de reconstruction, de soins, etc. Et les personnes elles-mêmes ne le savent pas tout de suite nécessairement, donc il faut un peu de temps et d'espace pour ça. Et c'est pour ça que d'avoir une grande diversité de modèles, de partager des récits différents, je pense que ça permet aussi d'avoir un peu d'autres représentations. Parce que c'est vrai qu'on on a les deux constaté qu'il y a quand même quelque chose d'assez normatif qui dicte un peu comment les choses doivent se vivre et doivent être. Donc moi, mon message, c'est vraiment ça, d'inviter à une diversité la plus grande possible.
Ferdinando? Oui, mais mon message, c'est de continuer à développer une approche globale de la santé, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de maladies chroniques telles que le cancer. On l'a vu avec le VIH-Sida, on le voit avec d'autres maladies chroniques. C'est vraiment une approche globale du parcours de soins et de santé qui peut faire la différence. Et cela aussi en lien avec les questions à la fois de diversité qui étaient évoquées par Joanne, et aussi les questions de genre. Parce que lorsque on prend la personne, même lorsqu'elle est malade, dans sa globalité, donc son corps et son esprit, inévitablement on finira pour l'écouter, et donc pour écouter les éléments que la façonnent, et pour y répondre, peut-être on va sortir des visions stéréotypées qu'on a d'un homme, d'une femme, parce qu'inévitablement, lorsqu'on écoute réellement la personne qu'en face de nous, eh bien, toutes ces catégories présumées, elles vont tomber. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à toi. Merci.